En soi, l'autochtonie, le caractère de ce qui est autochtone ou le caractère des personnes qui sont autochtones, d'une situation qui est autochtone. Donc l'autochtonie n'est pas exclusive au Nord. En même temps, si l'on veut comprendre l'imaginaire du Nord et de l'Arctique, et particulièrement les renversements en cours dans l'imaginaire du Nord et de l'Arctique, il faut tenir compte de cette notion d'autochtonie. Elle augmente à mesure que l'on monte vers le Nord. Elle caractérise aussi un certain nombre de renversements de cet imaginaire occidental du Nord. En principe, en langue française, ce qui est autochtone est simplement celui ou celle qui est originaire du lieu où elle vit encore. Dans la pratique, on a nommé autochtone, et voyez avec une majuscule pour désigner un groupe constitué, un groupe culturel, on a nommé donc autochtone différents peuples originaires du lieu où ils vivent, mais qui ont aussi connu une période de colonialisme à la suite de l'arrivée d'un autre peuple, souvent d'un autre continent. On préférera donc écrire autochtone avec une majuscule lorsqu'il désigne ceux et celles qui appartiennent aux différentes nations ou communautés autochtones. Donc autochtone au départ ne signifie que celui qui vient de là où il vit encore. Avec l'histoire, avec le temps, le terme autochtone désigne plutôt l'ensemble des peuples, des nations, des communautés qui étaient là avant l'arrivée d'un autre peuple et étaient là depuis des millénaires. Au Québec, il existe 55 communautés autochtones qui se divisent en deux groupes. D'abord, les Inuits qui vivent au Nunavik et les Premières Nations. Dans le cas des Inuits, il s'agit d'un peuple qui vit à la fois au Québec, au Nunavik, mais aussi au Nunatiavut sur la côte du Labrador, au Nunavut au Canada, dans les territoires du Nord-Ouest, en Alaska, en Sibérie et au Groenland. Dans le cas des autres, on parle de Premières Nations. Donc, parmi les Premières Nations, nous avons les Cris, les Naskapi et les Inuits qui vivent au nord, et aussi les Atikamekw, les Algonquins, les Micmacs, les Hurons-Wendat, les Mohawks, les Malécites et les Abénaquis. L'ensemble de ces peuples ont été reconnus comme nations par l'Assemblée nationale du Québec. Donc, dans le discours officiel, vivent 12 nations sur le territoire québécois, l'ensemble des Inuits, des Premières Nations et les Québécois. Il y a un lien direct entre la montée vers le nord, c'est-à-dire à mesure que l'on monte dans des territoires plus nordiques, et le degré d'autochtonie. En fait, à mesure que l'on monte vers le nord, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, on sent que le territoire s'autochtonise, c'est-à-dire que la présence des autochtones devient plus manifeste, plus importante, et rendue au nord, les autochtones deviennent majoritaires. C'est un même mouvement que l'on observe en Europe du Nord, en Russie, au Canada, au Japon et aux États-Unis. Il y a donc un lien entre Nord et autochtones. Ceci étant dit, vivent ou vivaient des autochtones sur l'ensemble du continent nord-américain et bien sûr en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Pourquoi donc on ressent aujourd'hui un principe d'autochtonisation à mesure que l'on monte vers le nord? C'est souvent la cause du colonialisme. C'est-à-dire que les peuples qui vivaient le plus au nord étaient plus ou moins dérangés par les puissances coloniales, dans tous les cas beaucoup moins que les peuples qui vivaient au sud. Donc au nord, on a permis une certaine préservation de l'identité des Premières Nations, et ce n'est pas étonnant que dans le cas des Cris qui vivent à la baie James et des Inuits qui vivent au Nunavik, on retrouve l'un des taux les plus élevés d'utilisation de leur langue, le Cri et l'Inuktitut, parmi les peuples autochtones de l'ensemble des Amériques. Donc le fait de vivre au nord les a en quelque sorte préservés des influences du colonialisme, bien qu'ils l'ont vécu, mais donc on retrouve aujourd'hui davantage d'Autochtones avec des cultures fortes au nord qu'au sud. Donc, ces Autochtones que l'on nomme aujourd'hui dans les Amériques Premières Nations, Inuits, mais aussi Métis, ils marquent avant l'arrivée des Européens ce qu'on appelle une antériorité historique qui est souvent effacée. Pensons donc aux expressions Nouveau Monde, découverte des Amériques, fondation. Ces trois expressions témoignent de début d'un nouveau temps. Alors que pour les peuples qui y vivaient, l'arrivée des Européens, bien sûr, n'était que l'un des événements de leur histoire. Donc,
Toutes ces expressions témoignent d'une non-reconnaissance de cette antériorité historique de peuples qui vivaient sur le territoire et donc de la période qu'on appelle pré-colombienne. La différence des cultures autochtones par rapport aux cultures occidentales, c'est longtemps défini par le nomadisme, c'est-à-dire le fait de vivre sur un territoire sans lieu fixe, sans ville. Ce qui est vrai et pas vrai. Par exemple, les Mayas, les Aztèques avaient des villes très organisées. Mais à mesure que l'on monte vers le nord où les ressources étaient plus rares, on a affaire surtout à des peuples nomades, c'est-à-dire qui se déplacent d'un endroit à l'autre pour trouver les ressources nécessaires à leur survie. Donc, le nomadisme a certainement été l'une des grandes caractéristiques des peuples autochtones. Également, un rapport intégré avec la nature et le territoire, un rapport holiste, nous le verrons dans le cas des Inuits, c'est particulièrement important, des pratiques traditionnelles ou la pratique d'une langue ancestrale, et la plupart du temps, cette langue est non européenne. La situation politico-culturelle de l'ensemble des Autochtones pour plusieurs nations a conduit à la fin du XXe siècle, et parfois même avant, parfois un peu plus tard, mais dans tous les cas, à une prise de conscience de l'État colonial et à un mouvement de revendication. Donc, ce mouvement est variable selon les peuples. Certains préféreront de ne pas parler de post-colonialisme puisqu'ils savent qu'ils vivent encore dans le colonialisme. Mais quoi qu'il en soit, à la fin du XXe siècle, et c'est pourquoi c'est si important dans le degré d'imaginaire, des peuples se sont rébellés contre la situation qui était la leur et veulent s'affirmer en tant que nation pleine et entière. Dans le cas du Québec, la situation avec les Autochtones a plusieurs époques et plusieurs variations. D'abord, au régime français, c'est-à-dire à l'arrivée des Français en Amérique, les relations entre les Français et les Autochtones ne sont pas si mauvaises. En fait, les Autochtones sont majoritaires sur le territoire pendant longtemps. Les Français sont minoritaires, donc les Français n'ont peut-être pas le choix d'apprendre les langues autochtones pour pouvoir négocier, pour pouvoir avoir l'appui des Autochtones, et de véritables liens vont se créer entre Français et Autochtones. La division entre Anglais et Français est encore aujourd'hui perceptible, donc elle a été déterminante pour la plupart de ces peuples. On retrouve par exemple comme francophones, comme autochtones francophones aujourd'hui, les peuples qui ont appuyé au XVIIIe siècle les Français. Les Inuits, ce qu'on appelait les montagnais sur la côte nord, les Abénaquis et les Hurons-Wendat qui vivent aujourd'hui près de Québec. Donc, les trois peuples, Inuits, Abénaquis et Hurons-Wendat, étaient du côté des Français contre les autres peuples autochtones, surtout les Mohawks, qui étaient du côté des anglophones. Donc, on retrouve cette même division aujourd'hui linguistique chez les Autochtones qui vivent au Québec. Et bien sûr, ces Inuits, ces Abénaquis et ces Hurons-Wendat, il ne faut pas se surprendre que ce soit eux qui intègrent aujourd'hui ou côtoient aujourd'hui les auteurs québécois de langue française, les éditeurs de langue française, et c'est probablement les auteurs, les autrices que vous connaissez déjà, puisqu'ils écrivent directement en français. Je montre ici l'ouvrage de Joséphine Bacon, quelque part, donc écrit en Innu et en français, comme elle le fait toujours, qui est publié chez l'éditeur Mémoire d'Encrier de Montréal. Vous voyez, Joséphine Bacon écrite en français, elle est Innu. Historiquement, c'est un peuple qui avait aussi appuyé les Français. Donc, une division linguistique dans laquelle on vit toujours. D'un point de vue littéraire, vous l'avez remarqué, surtout au début du 21e siècle, on note la popularité des littératures autochtones, surtout de la littérature Innu. Donc, la littérature Innu, elle est très originale, elle est portée uniquement par des autrices, donc on ne connaît pas encore d'auteur masculin qui ait publié des œuvres de la littérature Innu. Et ce sont des figures très connues, des figures médiatiques. Par exemple, Joséphine Bacon, Marie-André Gill, Natacha Canapé-Fontaine, donc par leurs livres, également transmis sous forme de film, dans le cas de Chrissy Pan, ce sont elles qui portent l'autochtonie au cœur de la culture québécoise. Parfois, elles se revendiquent comme Innu seulement par rapport aux Québécois, et c'est leur choix. D'autres, comme Marie-André Gill, se diront plutôt mi-québécoise, mi-Innu. Donc, un dialogue s'instaure, une représentativité s'instaure, et la popularité de ces autrices nous démontre très bien la soif qu'avait le lectorat de découvrir ces cultures autochtones qu'ils côtoient et qui font partie de ce territoire.
Le succès critique fulgurant de ces femmes, donc Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, Natacha Canapé-Fontaine surtout, a imposé en quelque sorte ces littératures autochtones au sein de l'institution littéraire québécoise, c'est-à-dire dans les critiques, dans les cours, dans les corpus que l'on lit chez les éditeurs. Donc, dans le cas des Inuits, ce sont plutôt des éditions universitaires ou de l'Institut culturel Avatak. Donc, on a deux émergences, disons, parallèles du point de vue de l'autochtonie et de la littérature au Québec. La littérature inoue portée par des autrices qui investissent le champ littéraire québécois directement, et des auteurs inuits qui se font plutôt connaître par des réseaux parallèles, surtout liés à l'enseignement et à la recherche, mais qui ont une importance également considérable. Nous sommes aujourd'hui dans un processus d'autochtonisation, autochtonisation de la culture par l'arrivée de nouvelles productions, autochtonisation de l'enseignement. Il n'est plus possible de donner un cours sans cette part autochtone qui fait partie de certains des territoires dont il est question. Un processus d'autochtonisation aussi qui vient avec les changements des méthodes que l'on utilise pour concevoir la culture. Donc, c'est une période excitante au sens où il arrive quelque chose enfin après des siècles de silence, de mise sous silence, mais ce n'est pas un processus rapide, c'est un processus avec des retours en arrière, des avancées. C'est un processus fait d'illusions dans certains cas, où il y aurait beaucoup de moralité en jeu, etc. Donc, il faut vraiment attendre, être patient et rechercher des solutions dans un climat de grande instabilité intellectuelle, mais souvent ce sont les périodes les plus riches du point de vue de la compréhension de la culture. Donc avec l'autochtonie, on arrive vraiment à quelque chose de neuf, à quelque chose qui n'est pas simplement envisageable, mais qui en même temps, on n'a plus le choix pour comprendre la diversité de ce territoire, de poser des questions sur les principes mêmes qui gouvernent notre rapport à la culture et à l'imaginaire.